En été 1941, l'Iran, sur lequel Reza Shah règne plus despotiquement que jamais, va subir le contre-choc de l'attaque allemande contre l'URSS. La situation politique et économique de l'Iran durant les années 30 et juste avant la Seconde Guerre mondiale s'avérait particulièrement compliquée et délicate. Reza Shah souhaitait développer l'économie de son pays trop précipitamment. Il ne voulait pas être tributaire de prêts étrangers pour réaliser ses projets ambitieux. En conséquence, il avait dû imposer à l'Iran un système de taxation réellement oppressif. Et il entendait ne recourir qu'aux seules ressources de son pays. Malheureusement pour lui, à part le pétrole, les produits iraniens n'étaient guère demandés en Europe. Sauf peut-être par les Russes, partenaires commerciaux traditionnels de l'Iran. Encore le Shah souhaitait-il réduire la dépendance de son pays vis-à-vis de la Russie et s'efforçait-il de multiplier les échanges avec d'autres pays, dont la France, la Grande-Bretagne, le Danemark, celui-ci avait construit le chemin de fer transiranien, la Tchécoslovaquie et la Suède, pays auxquels le Shah achetait de l'armement. Il avait noué des liens politiques tout à fait privilégiés avec l'Allemagne, qui astucieusement accordait à l'Iran des crédits particulièrement généreux. En conséquence, l'Allemagne était devenue de très loin le partenaire commercial le plus important de l'Iran, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une sympathie non seulement de Reza Shah, mais du peuple iranien envers les Allemands. Parce que dans le passé, ils ont souffert tellement de l'influence des Anglais et des Russes que Reza Shah voulait supprimer l'influence de ces deux pays dans les affaires intérieures de l'Iran. Les nazis en avaient profité pour infiltrer une nuée d'agents en Iran comme coopérants. Reza Shah refusa de les expulser quand Hitler attaqua l'Union soviétique. Or, l'Iran restait l'unique voie reliant encore l'URSS à l'Empire des Indes. Les Anglais soupçonnaient Reza Shah de sympathie pour l'Allemagne et les Russes étaient contre Reza Shah pour sa tendance anticommuniste. Invoquant sa neutralité, Reza Shah refuse tout transit par l'Iran de matériel de guerre destiné à l'URSS. Le 25 août 1941, en vertu d'un accord secret, les Russes déferlent sur l'Iran par le nord, tandis que les Anglais débarquent à Abadan, après avoir coulé sans sommation les avisos iraniens défendant le port. Les envahisseurs feront leur jonction à Téhéran. Les forces russes et britanniques ont envahi l'Iran en 1941 pour régler deux problèmes essentiels. D'abord, il était urgent d'éliminer les quelques 3000 agents allemands qui opéraient en Iran. Ensuite, il n'était pas impossible du tout qu'avec l'accord des Turcs, les forces allemandes qui fonçaient à travers le sud de la Russie et atteignaient déjà le Caucase finissent par menacer les champs de pétrole d'Iran. Les agents nazis qui n'ont pu fuir en Turquie seront tous capturés et internés en Afrique du Sud. Reza Shah, lui aussi, sera déporté en Afrique du Sud et il mourra en 1942 après avoir été contraint d'abdiquer en faveur de son fils Mohamed Reza. En montant sur Téhéran, les troupes britanniques ont occupé au passage toutes les installations pétrolières de l'Anglo-Iranian Oil Company, préservées par les techniciens anglais. La production tombée à 6,5 millions de tonnes en 1941 reprend intensivement. Elle triplera avant la fin de la guerre et une raffinerie spécialisée dans le carburant pour avions sera même construite à Abadan. Les Anglais versent à l'Iran les redevances prévues, mais calculées sur les bases d'avant la guerre, ce qui suscite la fureur croissante des Iraniens. Le tumulte du deuxième conflit mondial atteindra même la lointaine péninsule arabe où, à Bahreïn excepté, la production pétrolière est encore insignifiante. En octobre 1941,
4 bombardiers italiens partis de Rhodes attaquent de nuit les installations pétrolières anglaises de Barrague. Il s'agit de prouver qu'aucun pays, allié à l'Angleterre, n'est à l'abri des représailles de l'Axe. Égaré, l'un des avions lâche par erreur ses bombes sur les installations de l'Aramco en Arabie Saoudite. Les dégâts sont insignifiants, mais l'effet psychologique est considérable. Ça a paniqué les Américains qui travaillaient là, à tel point qu'ils ont immédiatement exigé que leurs femmes et leurs enfants soient évacués. Ce raid a paniqué également les Anglais, et aussi les Saoudiens. La production dans la région a été quasi totalement stoppée. Les conséquences de ce raid italien ont été particulièrement importantes en ce qui concerne le roi Ibn Saoud d'Arabie Saoudite. Celui-ci avait acquis des habitudes dispendieuses, il aimait les femmes, il vivait au milieu d'un luxe fastueux qu'il pouvait s'offrir grâce aux redevances que l'Aramco lui versait pour son pétrole. C'était même pratiquement sa seule source de revenus, si l'on accepte le tribut que lui payaient les pèlerins venant à la Mecque. Mais la guerre avait considérablement réduit le nombre des pèlerinages, faute de possibilité de voyager. Et le roi n'avait plus aucune autre source de revenus que le pétrole. Quand sa production pétrolière tomba à zéro en Arabie Saoudite, l'Aramco refusa de continuer à payer Ibn Saoud. Notre production pendant la guerre ne représentait plus guère que 10 à 1200 barils jour. Pour le roi, c'était la ruine. Il exigea alors qu'on lui prête de l'argent. Et la Texaco, comme la Standard Oil de Californie, se débrouillèrent pour lui obtenir ses prêts. Le 11 décembre 1941 éclate le coup de tonnerre de Pearl Harbor. Sans déclaration de guerre, les Japonais anéantissent en quelques heures la plus grande base aéronavale américaine du Pacifique. Le président Roosevelt déclare la guerre à l'Allemagne et à l'Italie. Le conflit devient planétaire. Les besoins en carburant des centaines de milliers d'engins qui s'affrontent sur tous les théâtres d'opération vont s'accroître monstrueusement. Jusque-là, et malgré l'embargo décrété par Roosevelt, le Troisième Reich, même après l'invasion de l'URSS, a continué à être ravitaillé en pétrole américain et mexicain par la compagnie américaine Texaco, dont le manager Thorkild Rieber est un inconditionnel d'Hitler. Thorkild Rieber était une sorte de pirate qui considérait que blocus et embargo ne le concernaient d'aucune façon. Et il lui était très simple d'envoyer officiellement ses tankers vers tel ou tel pays, puis dans l'Atlantique de modifier leur destination et de les envoyer vers les ports nazis pour ravitailler Hitler. C'est via les ports de pays neutres comme l'Espagne ou la Suède que Thorkild Rieber achemine des flots d'essence destinés à la Luftwaffe. Pour camoufler ses profits inavouables aux autorités américaines, il troque son carburant contre 3 pétroliers allemands ancrés à Hambourg. Rieber revendiquait le droit de vendre librement son pétrole sur n'importe quel marché et à n'importe quel client. Il défiait ouvertement la politique du président Roosevelt. Du fait de ses ventes fructueuses de carburant à Hitler, il était convaincu de l'excellence du système nazi. Aussi s'interposa-t-il pour tenter de rétablir les contacts entre Hitler et Roosevelt. Il héberge Gerhard Westrick, avocat espion nazi au Chrysler Building, siège de Texaco à New York, lui procure des fonds et maintes informations sur l'industrie de guerre américaine. Lui-même s'est proposé comme médiateur entre Roosevelt et Hitler. Bien entendu, Roosevelt a refusé et après de violents accrochages a fait placer sous contrôle les activités de Rieber. Leur révélation par la presse américaine provoquera la chute en bourse des actions Texaco et forcera Rieber à démissionner. L'entrée en guerre des États-Unis tarit brutalement les sources de pétrole des pays de l'Axe dans le Nouveau Monde. Ce sont les puits roumains, étroitement protégés par la Luftwaffe, qui leur fournissent désormais le plus clair de leur carburant. Mais même poussée au maximum, la production est insuffisante. Aussi l'Europe hitlérienne se hérisse-t-elle de nombreuses usines de carburant synthétique, principalement extraits du charbon.
Quant à l'État italien, il avait confisqué tous les réseaux de distribution, de production et de raffinage des compagnies pétrolières américaines et anglaises. Il avait chargé la JIP de gérer ces installations. Cette mission valut à la JIP le violent ressentiment des Américains qui la lui firent payer durement après la guerre. En Extrême-Orient, les Japonais se sont emparés de tous les gisements de Birmanie et d'Indonésie. Début 1942, ils occupent l'entièreté du littoral chinois, coupant les armées de Chiang Kai-shek de tout accès à la mer. En coupant la fameuse route de Birmanie, ils achèvent d'isoler totalement la Chine du monde extérieur. La situation des armées chinoises est désespérée. Les Américains vont alors établir le premier et le plus long pont aérien de l'histoire. Pendant un an, par tous les temps, les tigres volants du général Chennault survoleront l'Himalaya, ravitaillant les Chinois en essence. Il faut brûler 10 litres de carburant pour en amener un seul à bon port. Il y avait de l'essence disponible à Bahreïn. Et les forces américaines, plutôt que de se ravitailler à Abadan, à la British Petroleum, préféraient acheter du pétrole à une compagnie américaine à Bahreïn. Dès le temps de guerre, le comité Truman ouvrit une enquête sur le prix prohibitif d'$1 le baril payé par la Navy. Cette enquête fut poursuivie par le sénateur Brewster du Maine, mais elle n'aboutit à rien. On ne put prouver qu'il y avait eu tromperie sur les prix. En Russie, à l'été 1942, la Wehrmacht a repris sa marche fulgurante toujours plus à l'est. Les chars allemands foncent désespérément vers les champs de pétrole du Caucase, devenus leur objectif essentiel. Mais c'est en vain qu'ils remportent victoire après victoire, raflent les prisonniers par centaines de milliers. À l'automne, quand enfin les panzers touchent au but, tous les puits de pétrole sont en feu. Les Russes les incendient à mesure qu'ils retraitent. Les Allemands ne conquièrent que des brasiers qui ne s'éteindront qu'une fois taris. Les flots de pétrole qui inondent le sol ne profiteront qu'à quelques paysans russes. De leur côté, les Allemands savent combien est vital l'acheminement du carburant nécessaire aux armées alliées. Leurs sous-marins font une chasse sans merci aux tankers dans l'Atlantique. En 1939, le Reich alignait 60 submersibles. En 5 ans, il en mettra 1113 en service. 603 seront coulés, 123 détruits au mouillage. Mais ils couleront 23 300 000 tonnes de navires, dont plus du tiers rien qu'en 1942. La BP perdra la moitié de sa flotte pétrolière. Et c'est seulement fin 1943, grâce aux capacités prodigieuses des chantiers navals américains, que le tonnage construit excédera le tonnage coulé, et que grâce aux sonars, aux porte-avions et aux convois, les Alliés gagneront enfin la bataille de l'Atlantique. Dans ce monde à feu et à sang, le roi d'Arabie saoudite, lui, ne songe qu'à son or. Il n'y avait pratiquement plus aucune production de pétrole en Arabie saoudite, mais le roi, dont les besoins d'argent ne cessaient de croître, en exigeait toujours davantage. Et l'Aramco était réellement incapable de faire face à ces demandes, pour la simple raison qu'elle-même ne gagnait plus rien. Les Britanniques réalisèrent les premiers à quel point il était indispensable de garder les Saoudiens et Ibn Saoud dans le camp allié jusqu'à la fin de la guerre. Churchill fit pression sur Roosevelt pour que l'Arabie saoudite, bien qu'elle ne prenne aucune part à la guerre, puisse bénéficier du plan pré-bail. Le gouvernement des États-Unis commençait à redouter une éventuelle pénurie de pétrole. Il ne voulait pas que la Grande-Bretagne puisse prendre après-guerre le contrôle d'une part importante des gisements du Moyen-Orient.
Aussi se laissa-t-il convaincre par les compagnies américaines intéressées de venir en aide à l'Arabie saoudite. Le gouvernement britannique donna une partie des subsides, le gouvernement des États-Unis donna le reste. L'Aramco avait attiré l'attention du département d'État sur la richesse probable de l'Arabie saoudite en pétrole. En 1943, un célèbre géologue américain signala qu'il y existait de fabuleuses réserves, 20 milliards de barils environ. L'Aramco fit une excellente affaire. Jusqu'à la fin de la guerre, c'est le gouvernement des États-Unis qui paya à sa place les redevances exigées par Ibn Saoud. En contrepartie, l'administration fédérale américaine escomptait bien obtenir dans l'Aramco une participation analogue à celle que le gouvernement anglais possédait dans l'Anglo-Iranian Oil Company. C'était devenu l'obsession du secrétaire d'État Ickes. En 1944, en effet, les réserves pétrolières des États-Unis donnaient des signes d'épuisement. Elles avaient fourni l'essentiel des approvisionnements de guerre, et Ickes en était conscient. Sacrifions un peu du plaisir de conduire ou de nous chauffer au profit du pays. Économisons le pétrole pour nos navires de guerre. En coopérant, nous en épargnerons des quantités appréciables, tant pour notre défense nationale que pour nos porte-monnaies. Ickes estimait sincèrement que quelque chose d'aussi essentiel que le pétrole devait être totalement géré par le gouvernement. Et il fit tout pour que le gouvernement prenne le contrôle absolu de la situation. Il créa un office des réserves pétrolières qui avait mission d'acquérir des parts de concession pour le compte du gouvernement des États-Unis. M. Ickes était particulièrement désireux de prendre un contrôle sur les gisements du Moyen-Orient. Ils étaient vitaux pour les États-Unis. Et Ickes ne faisait pas confiance aux compagnies pétrolières pour faire passer l'intérêt national avant leur propre intérêt. Il proposa au gouvernement un accord avec les Britanniques. Les deux gouvernements décideraient en commun où explorer et fixeraient ensemble un tas de choses, notamment les prix. En fait, son plan était de s'emparer d'une partie de l'Aramco pour en faire une réserve pétrolière pour le gouvernement des États-Unis. Bien qu'elle n'ait sauvé ses concessions en Arabie saoudite que grâce au fonds du gouvernement américain, l'Aramco refuse cyniquement à Ickes toute participation fédérale dans son capital. Il a échoué du fait de la répulsion des Américains pour toute immixtion de l'État dans leurs affaires et à cause de la puissance des compagnies pétrolières qui disposaient d'énormes appuis politiques. Au Congrès, en effet, un lobby pétrolier mené par le sénateur Sam Rayburn et par le futur président Lyndon Johnson torpille tout projet de contrôle de l'État sur l'Aramco. Toutes les sociétés pétrolières ont fait bloc contre la menace pesant sur l'une d'elles. Fondamentalement, elles n'ont jamais toléré d'avoir l'État pour partenaire. Le plan d'Ickes n'avait aucune chance d'aboutir compte tenu de l'état d'esprit de l'opinion américaine. Sitôt la guerre finie, les compagnies pétrolières ont repris l'entier contrôle de leurs activités. Et avec leurs alliés de Washington, elles ont fait échouer définitivement le projet d'Ickes et du gouvernement fédéral, qui en réalité n'était qu'une forme déguisée de nationalisation des réserves de pétrole. Et celles-ci sont retombées sous l'unique contrôle des Sept Sœurs. Loin de ces intrigues américaines, la guerre continue à faire rage en Europe. Début 1943, les puits roumains de Ploesti, seule source importante de pétrole dont dispose encore le Troisième Reich, sont enfin à portée des nouveaux bombardiers lourds alliés. Le 1er août, parti de Libye, 177 libérateurs américains pilonnent Ploesti. 54 avions ne reviendront pas. Le 5, le 15, le 24 avril 1944, 3 nouveaux raids menés conjointement par la RAF et l'US Air Force achèvent le travail au prix de pertes effroyables. 3000 navigants et 300 bombardiers perdus. Mais la production des puits de Ploesti chute des 3/4.
et 30% des réserves totales de carburant du Reich sont anéanties. En 1944, un premier gisement important de gaz naturel a été découvert en Italie. L'Italie était coupée en deux et la guerre touchait à sa fin. Les géologues qui avaient effectué la prospection ont refermé le puits sans en parler à personne. Ils craignaient que le gisement soit confisqué par les Allemands ou bombardé par les Américains. Ils ont préféré stopper les forages, ne rien dire et consigner les résultats obtenus dans un rapport secret. Printemps 1944. Durant 2 mois, en prologue au débarquement, des milliers d'avions alliés écrasent méthodiquement dépôts de carburant et lignes de communication de la Wehrmacht en France, tandis que la résistance sabote les voies ferrées et plus de 800 ponts et ouvrages larges. La marée d'engins qui déferle le 6 juin sur les plages normandes dévore d'effarantes quantités d'essence dont il faut éviter d'encombrer les navires de débarquement. Ce sera le but de l'opération Pluto. Dès les premières heures, des pipelines souples en plomb, mouillés à la façon des câbles sous-marins, amèneront un flot ininterrompu de carburant à travers la Manche. Sitôt les premiers ports conquis, d'énormes tambours flottants halés par des remorqueurs dévideront depuis les côtes anglaises des oléoducs d'acier flexible longs de 120 km. Les premiers relieront l'île de Wight à Cherbourg. Mais bientôt, 22 pipelines, 6 aboutissant à Cherbourg et 16 à Boulogne, débiteront chaque jour 5 millions de litres d'essence. Sur la côte anglaise, le quartier général de l'opération Pluto régule les stations de pompage installées à Dungeness et camouflées en paisibles cottages. En territoire reconquis, les pipelines suivront jour par jour l'offensive alliée, s'allongeront jusqu'en Belgique, en Hollande, en Allemagne, économisant l'emploi de milliers de camions-citernes sur des itinéraires de plus en plus démesurément étirés. L'Allemagne, elle, est à bout de carburant. Elle va brûler ses ultimes réserves dans la contre-offensive désespérée que le maréchal von Rundstedt lance à travers les Ardennes en décembre 1944, profitant du brouillard qui cloue au sol les avions alliés. Son premier objectif est Anvers. Le grand port belge intact regorge d'essence. Von Rundstedt sera près de réussir sa percée. Ses panzers, réservoirs à sec, seront stoppés sur la Meuse à quelques kilomètres d'un énorme dépôt d'essence américain. La résistance de Bastogne, le retour du ciel clair, scelleront le sort de son offensive. Le Troisième Reich agonise. À l'est, les divisions blindées soviétiques foncent à travers son territoire. Une noria de trains de carburant suit leur ruée victorieuse. L'essence vient des puits russes, mais aussi d'Iran et même des États-Unis, via le port d'Arkhangelsk. Le 1er mai 1945, Berlin tombe, l'Allemagne capitule. Trois mois plus tard, les bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki sonnent le glas du Japon. Dans tous les pays libérés, l'industrie pétrolière est pratiquement anéantie, soit du fait des bombardements, soit du fait des destructions ou des démantèlements opérés par les occupants avant leur retraite. Dès avant la fin des hostilités, la course à l'or noir a repris. L'une des premières, la Royal Dutch Shell, réussira à remettre en activité ses installations pétrolières en Indonésie, laissées en ruine par les Japonais. Avant même la fin du conflit du 4 au 11 février 1945, les chefs des trois grandes puissances alliées ont tenu à Yalta en Crimée un sommet où s'est joué le sort du monde. Assistés de leurs ministres Molotov, Eden et Stettinius, Winston Churchill pour l'Angleterre, Roosevelt, président des États-Unis, et Staline pour l'Union soviétique, se sont souverainement redistribués les cartes. Derrière les problèmes politiques, de gigantesques intérêts économiques sont en jeu.
La puissance est désormais à qui contrôle les sources d'énergie, le pétrole surtout. Et Roosevelt le sait mieux que personne. Les lobbies pétroliers ont développé à Washington un intérêt pour l'Arabie saoudite, en sorte que, après la conférence de Yalta, en février 1945, le président Roosevelt charge son agent diplomatique à Jeddah d'organiser une rencontre entre lui-même et le roi Abdulaziz. Le président Roosevelt, qui rentrait de Yalta sur un cuirassé, avait arrêté ce cuirassé sur le lac Amer, dans le canal de Suez, et avait envoyé un torpilleur, le Murphy, pour prendre le roi Abdulaziz, qui est monté à bord avec une suite de 40 personnes très colorées, avec 8 chèvres, et on a eu beaucoup de difficultés à lui expliquer qu'il était impensable de mettre un harem sur un bâtiment de la marine de guerre américaine. Le roi Abdulaziz, qui régnait depuis 1901, n'avait jamais, en 40 ans, quitté son territoire. Le premier contact est assez amusant. Le président Roosevelt dit au roi Abdulaziz « Que puis-je pour vous ?» Et le roi Abdulaziz lui répond « Mais si vous m'avez demandé de venir, c'est que c'est moi qui puis quelque chose pour vous. Qu'attendez-vous de moi ?» Les deux hommes s'entendent bien, sauf au moment où on en arrive à parler de la Palestine. Roosevelt explique au roi que les Juifs ont souffert des persécutions nazies et qu'il y a des devoirs à leur égard, etc. Abdulaziz dit « Mais vous avez parfaitement raison, il faut leur donner une partie de l'Allemagne pour faire leur pays. Pourquoi les mettre en Palestine ?» Échange de vues, sans conclusion, sauf promesse que Roosevelt fait au roi Abdulaziz. Les États-Unis ne prendront aucune décision concernant la Palestine sans en parler avec vous. 2 mois après, le président Roosevelt meurt, le président Truman est élu, et Truman abandonne les promesses faites au roi Abdulaziz en disant « Les Arabes ne votent pas, les Juifs votent, je prends ma position en conséquence ». Dans la mentalité des Bédouins, une promesse verbale est très importante. Et le roi Abdulaziz en a tiré des conclusions sur la loyauté des négociations. Et ce fut la première grande crise de confiance entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. La fondation de l'État d'Israël a créé un nouveau problème. Le gouvernement américain s'est engagé politiquement à soutenir Israël, et ce, à un moment où déjà de graves frictions se produisaient entre Arabes et Israéliens. Après la guerre, contrairement à toutes les prévisions des experts, la demande mondiale de pétrole a grimpé en flèche et le prix du brut a suivi, jusqu'à atteindre environ 1,25 $ le baril. Du coup, les bénéfices des compagnies pétrolières sont devenus énormes parce que le prix de revient du brut à la production, lui, est resté très bas. Cette folle croissance de la consommation pétrolière tient à de multiples causes. La vente et la production automobile ont redémarré, crevant tous les plafonds. L'agriculture se motorise sur une grande échelle, mais surtout, le pétrole n'est plus uniquement un carburant. On en tire des matières synthétiques, des tissus, des plastiques nés de la guerre, et dont l'emploi bouleverse désormais la vie quotidienne, décuple l'essor de l'électroménager. L'industrie lourde, elle aussi en pleine croissance, brûle de plus en plus de fioul, comme les centrales électriques qui l'alimentent, sans parler des transports. Or, cette vertigineuse augmentation des besoins mondiaux en pétrole coïncide aux États-Unis avec une chute de la production américaine, laquelle a engendré une grave pénurie de carburant. Le gouvernement tente d'y remédier en renforçant le contrôle des prix et de la production instauré durant la guerre. Dans ce pays, il y a eu perpétuellement des batailles entre les partisans du laisser-faire et les gens de l'administration qui voulaient tout contrôler. Dès 1944, le secrétaire d'État Ickes, plus que jamais hanté par l'obsession de constituer des réserves stratégiques de pétrole pour couvrir les besoins futurs des États-Unis, lance une nouvelle offensive en direction de l'Aramco.
Le gouvernement américain était si anxieux d'obtenir une participation dans les gisements de l'Aramco en Arabie Saoudite que le secrétaire d'État Ickes fit cette offre aux deux sociétés qui constituaient l'Aramco. Elles avaient besoin d'un pipeline pour acheminer leur pétrole à travers le désert de l'Arabie Saoudite à la Méditerranée, où il pourrait être embarqué à destination des États-Unis. Elles étaient incapables de se payer ce pipeline baptisé la Tapline. Ickes leur proposa de persuader le gouvernement américain d'en financer totalement la construction, à condition qu'en échange, le gouvernement fédéral reçoive une part du capital et des profits de l'Aramco. Mais les deux sociétés mères américaines refusèrent net, sachant qu'un tel marché impliquait une inévitable prise de contrôle du gouvernement sur leurs affaires. La richesse des gisements du Moyen-Orient se confirmait, et ces deux compagnies tenaient à les garder pour elles seules. Trop pressé, Ickes a prélevé l'acier des tubes de la Tapline sur les stocks de guerre. En dépit de son échec, il l'attribuera tout de même à Texaco et à la Standard de Californie, société mère de l'Aramco. Excellente affaire pour celle-ci, mais qui ne résout pas leurs soucis financiers. Elles avaient découvert dans le Haza, province orientale de l'Arabie Saoudite, d'immenses gisements qui, comme vous le savez, débitent encore à outrance. Seulement, la mariée était trop belle. Que faire de tout ce pétrole? Allez-vous le commercialiser? Elles ont alors proposé à deux autres sociétés américaines, Mobil et Standard Oil of New Jersey, d'entrer dans l'Aramco. Le contrat est conclu et aussitôt attaqué par les Anglais. Les deux nouveaux associés n'avaient pas le droit de s'engager. Ils ont violé l'accord de la ligne rouge qu'ils ont signé jadis. Ce fameux accord de la ligne rouge remonte à la fondation de l'Iraq Petroleum en 1928. Mobil et Standard Oil of New Jersey l'ont bel et bien signé. Et cet accord les oblige à partager avec les autres membres de l'Iraq Petroleum toute nouvelle acquisition pétrolière située dans les limites de l'ancien empire turc. C'est le cas de l'Arabie Saoudite. Pour être libre d'entrer seul dans l'Aramco, Mobil et Standard Oil of New Jersey n'ont plus qu'une ressource: obtenir l'abrogation de l'accord de la ligne rouge de leurs autres partenaires, l'Anglo-Iranian, la Royal Dutch Shell, la Compagnie française des pétroles et Gulbenkian. Or, ces deux derniers sont pratiquement hors course. La guerre a détruit à 90% le potentiel pétrolier de la CFP. Et surtout, les 25% que la CFP possédait dans l'Iraq Petroleum ont été confisqués par les Anglais comme biens ennemis en juin 1940. Les 5% de Gulbenkian ont subi le même sort. La CFP et l'Arménien se battent en justice pour récupérer leur part. Mais l'Aramco et ses deux nouveaux associés américains comptent en profiter pour les forcer à accepter aisément l'annulation de l'accord de la ligne rouge. Ils se sont dit, la CFP est KO, puisqu'elle a été occupée, petite société, remontera-t-elle jamais sur la scène? Quant aux autres partenaires de l'IPC, on va les désintéresser. Pour l'anglo-iranien, on va lui construire un pipeline entre Abadan et la Méditerranée. Pour la Royal Dutch Shell, toujours à court de pétrole, on promettra du brut à de très bonnes conditions. Alors, tout le monde semblait très heureux de toute cette combinaison, sauf la CFP, bien entendu, qu'on avait oublié de prévenir. Et c'est par des indiscrétions que nos dirigeants ont appris ça en 1948. L'éviction de la CFP avait également visé Gulbenkian, du fait que Gulbenkian se trouvait à Vichy pendant une partie de la guerre. Alliés, la CFP et Gulbenkian finissent par obtenir restitution de leur part dans l'Iraq Petroleum après une série de procès devant les tribunaux internationaux. Sitôt leur situation rétablie, ils exigent le strict respect de l'accord de la ligne rouge et attaquent tous leurs partenaires défaillants de l'Iraq Petroleum, y compris la Shell et l'Anglo-Iranian, devant la Cour de justice de Londres. Mobil et la Standard Oil of New Jersey risquent de payer très cher leur entrée dans l'Aramco, comme la Shell et l'Anglo-Iranian qui ont indûment consenti. C'est l'impasse. Mais une fois de plus, Gulbenkian va révéler ses dons exceptionnels de médiateur.
Il a convoqué les représentants de toutes les compagnies pétrolières concernées à son hôtel à Lisbonne et les a menacés de poursuivre ce procès qui risquait de leur coûter très cher s'ils ne respectaient pas l'accord de la ligne rouge. Sachant qu'il avait toutes les chances de le gagner, ses adversaires lui ont proposé de telles compensations que Gulbenkian et la Compagnie française des pétroles ont consenti à annuler leur action. Ces deux compensations, ça a été d'augmenter la production de l'Irak grâce à la pose d'une nouvelle canalisation de 30 pouces qui, cette fois-ci, aboutissait à Banias, un port syrien, et d'autre part, un système de programmation qui permettait à chaque partenaire d'obtenir autant de brut qu'il le voulait. Ce qui va permettre à la CFP de partir d'une production, mettons, irakienne de 6 à 7, 8 millions de tonnes et de bondir jusqu'à 25 millions. Donc, par conséquent, la CFP, à ce moment-là, recevra énormément de pétrole. Quant à Gulbenkian, il a sauvegardé ses 5% des parts, ce qui lui permettra d'encaisser au minimum 28 millions de dollars par an à partir de ce moment-là. À 2 heures du matin, à quelques heures seulement de l'ouverture du procès prévu devant la Cour de Londres, un accord définitif est signé. Le traité de la ligne rouge est abrogé. Les deux nouvelles compagnies américaines vont participer à la construction du pipeline. Depuis janvier, l'Aramco a entamé la construction de la TAP Line, le Trans-Arabian Pipeline. Il a fallu 2 ans pour en établir les plans, acheminer le matériel, terminer les préparatifs. À l'époque, c'est à la fois le plus grand oléoduc et le projet privé le plus cher du monde. Il faudra 2 ans et l'emploi de techniques révolutionnaires pour assembler les 1700 km de tubes qui relient les gisements saoudiens à Saïda, sur la côte du Liban. L'oléoduc raccourcit de 5800 km l'acheminement du pétrole saoudien et fait économiser 75 millions de dollars par an à l'Aramco. Mise en service fin 1950, l'énorme tube de 75 cm de diamètre débite 325 000 barils par jour. En mai 1954, la production de l'Aramco dépassera le 1 million de barils quotidiens, 45 fois ce qu'elle était 10 ans plus tôt. Entre-temps, l'exploitation pétrolière a aussi commencé au Koweït, où la Gulf et l'anglo-iranienne possèdent alors les concessions les plus importantes. Les opérations n'ont réellement commencé qu'en 1946, alors que la guerre était pourtant finie depuis 2 ans. Mais il fallut à peu près ces 2 ans pour forer les premiers puits rentables, installer des pipelines et trouver des débouchés intéressants pour la production pétrolière. Dès l'époque de la première découverte de brut et de son exportation, notre émir actuel, sa grandeur le cheikh Jabir, s'est lui-même chargé de traiter avec les compagnies pétrolières et de créer les installations qui leur étaient nécessaires. Des concessions ont été accordées aux grandes compagnies pétrolières pour une durée de 199 ans au Koweït. Les bénéfices financiers de l'exploitation revenaient presque entièrement à ces sociétés étrangères. Les royalties nous revenant étaient payées à la tonne. Et j'ai découvert qu'elles représentaient alors 1 shilling par tonne de brut produite au Koweït. C'était les grandes compagnies pétrolières qui imposaient leurs conditions. Pourquoi? Parce qu'on était dans un marché d'acheteurs, dans un marché où les quantités de pétrole déversées sur ce marché étaient plus grandes que les quantités dont le marché avait besoin, et c'était les acheteurs qui déterminaient le prix. Aussi, en 1950, le gouvernement du Koweït se dota d'un ministère des Affaires pétrolières qui mit en vigueur des plans pour l'emploi et la formation des citoyens koweïtis et des ressortissants arabes en général. Il fit clairement comprendre aux compagnies étrangères qu'elles étaient là uniquement pour assurer un travail technique en tant que société industrielle et qu'elles n'avaient pas à interférer dans la politique locale. Dans maints pays producteurs de pétrole, on laissait le soin aux compagnies pétrolières de construire les routes, les centrales électriques et tout le reste. Au Koweït, c'est le gouvernement qui, d'emblée, a pris en charge toutes ces activités. Tout ce qui touchait au développement du pays et du peuple a été géré très rigoureusement par l'émir et le ministère des Affaires pétrolières.
le cheikh Ahmad Al-Jabir va prendre aussi ses distances avec les grandes compagnies dans le sud du pays. En 1932, pour éviter des frictions à propos de frontières très imprécises, les Anglais ont créé une zone tampon entre le Koweït et l'Arabie saoudite. Après-guerre, cette zone sera administrée conjointement par les deux pays qui s'en partagent les revenus pétroliers moitié-moitié. En 1948, obligé de se restructurer pour accueillir Mobil et la Standard Oil of New Jersey, ses nouveaux membres, l'Aramco renonce à ses droits sur la zone neutre. Un pétrolier américain indépendant génial, Paul Getty, dont le père a jadis fait fortune en Oklahoma, profite aussitôt de cette situation. Jusque-là, il n'a pu prendre pied dans les pays arabes, chasse gardée de l'Aramco et de l'Iraq Petroleum. Je suis intelligent, j'aime réfléchir. Bien sûr, je connais d'autres gens aussi, et même plus intelligents que moi. J'ai de l'imagination, j'aime réfléchir. Cela dit, j'ai des amis qui ont autant d'imagination, sinon plus. Pour le reste, ça m'ennuie de penser que ma compagnie... Paul Getty a réalisé que les Sept Sœurs s'étaient comportées très imprudemment dans leurs relations avec les États arabes. Il s'est rendu compte qu'il lui était possible de s'introduire dans les pays du Golfe et d'y proposer des arrangements beaucoup plus attractifs. Cette habileté à s'entendre directement avec les pays producteurs et à leur faire accepter ses propres contrats a permis à Getty de s'infiltrer sur le marché arabe. Il a contacté à la fois les Koweïtis et les Saoudiens, et il leur a proposé des accords qui ont mis en fureur les grandes compagnies du cartel des Sept Sœurs. Au lieu des 20% de redevances que ces compagnies payaient aux Koweïtis et aux Saoudiens, il a offert à ceux-ci 55% de royalties s'ils lui accordaient une concession. Les uns et les autres ont accepté. C'est ainsi que Getty a pu acquérir ses propres gisements dans la zone neutre qu'il a baptisée Gettysville un peu plus tard. Pour faire face à ses engagements financiers vis-à-vis des Arabes, Paul Getty est forcé de s'associer avec une autre compagnie américaine indépendante, l'Amin Oil. Ceci ne l'empêchera pas de devenir rapidement l'un des hommes les plus riches du monde. Pour avoir ainsi réussi, je suppose que vous aviez le tempérament d'un joueur. Je n'ai jamais perdu de temps à prendre des paris imbéciles. C'est déjà assez difficile de prendre des risques intelligemment calculés. Quand les dés sont contre vous, je ne vois pas l'intérêt. Et si vous jouiez? J'achèterai un casino. Dans la brèche ouverte par Getty et surenchérissant sur ses offres, les Japonais à leur tour obtiendront des concessions en zone neutre. Les Japonais sont arrivés dans les années 50. Une mission a négocié avec le gouvernement koweïtien, une autre négociait séparément avec l'Arabie saoudite. Mais il s'agissait d'une seule et même opération. En finale, les Japonais ont aisément pu réunir en une seule les concessions obtenues séparément du Koweït et des Saoudiens. Les conditions exceptionnelles consenties à Ibn Saoud par Paul Getty et par les Japonais vont mettre l'Aramco en fâcheuse posture vis-à-vis du roi, toujours à court d'argent. Bien qu'il fût alors un très vieil homme, le roi Ibn Saoud d'Arabie Saoudite entretenait des passions de plus en plus coûteuses. Il lui fallait de plus en plus de femmes, de plus en plus de luxe, de plus en plus d'argent. Il possède des dizaines de voitures spécialement construites pour lui, telle cette luxueuse Talbot aux accessoires d'or, munie d'un lavabo à eau courante, chaude et froide, d'un réfrigérateur, de la radio et du téléphone, d'un siège transformable en couchette et qui pivote, se hausse ou s'abaisse électriquement.
le roi Imtseoud trouve dérisoires les 20% de redevances que lui paie l'Aramco, comparé aux 55% que lui accordent Getty et les Japonais. Il s'estime gravement spolié. Les redevances payées à son gouvernement s'étaient dévalorisées. Elles ne représentaient plus que 5% des profits de l'Aramco. Rien d'étonnant que les Saoudiens se soient montrés mécontents d'un partage apparemment aussi malhonnête des profits. De plus, Imtseoud reste ulcéré de n'avoir été consulté ni sur la construction de la Tapline, ni sur l'entrée de Mobile et d'Esso New Jersey dans l'Aramco. Le roi exige donc que le trust américain s'aligne sur Getty, lui verse désormais 50% de ses bénéfices et réclame immédiatement 50 millions de dollars. Le gouvernement américain pressait l'Aramco de payer davantage aux Saoudiens, qu'ils tenaient à sortir de leurs terribles embarras financiers. De son côté, l'Aramco s'affirmait dans l'impossibilité de faire face à pareille exigence. On trouva alors une solution très astucieuse. Un expert fiscal de l'Aramco, envoyé des États-Unis, persuada les autorités saoudiennes de remplacer les royalties qu'elles recevaient de l'Aramco par une taxe de même montant. Ceci permettrait à l'Aramco de se plaindre hypocritement auprès du gouvernement des États-Unis qu'elle payait désormais 50% d'impôts sur ses profits aux Saoudiens. Les impôts versés à un gouvernement étranger étaient à cette époque entièrement déductibles de ceux qui étaient dus aux États-Unis. C'était une simple exonération fiscale, mais qui permit aux compagnies pétrolières américaines au Moyen-Orient de payer beaucoup moins d'impôts aux États-Unis. Quant au gouvernement américain, il procurait ainsi aux Arabes les fonds qu'ils demandaient par le canal des compagnies pétrolières. Cette astuce fiscale était une aide financière déguisée, mais les sociétés pétrolières y gagnèrent gros. Tout cela a abouti à ce qu'on a appelé l'accord 50-50. L'Aramco a accepté de payer aux Saoudiens une taxe qui, ajoutée aux redevances antérieures, représentait 50% de ses profits. Et ça a marché longtemps. Comble d'ironie, le gouvernement américain a envoyé une mission pour expliquer aux Saoudiens comment organiser l'impôt. Les taxes étaient calculées sur ce qu'on a appelé les prix postés, et qui était un prix connu, public, publié, qui n'était pas nécessairement le prix pratiqué, mais qui était le prix sur la base desquels les impôts, la fiscalité s'appliquaient, les redevances s'appliquaient. Ainsi donc, les compagnies américaines qui désormais acquittaient des impôts dans les pays étrangers où elles achetaient du pétrole, déduisaient ces impôts des taxes qu'elles auraient normalement dû payer au gouvernement des États-Unis. Et le gouvernement, recevant de l'Aramco 50% de rentrée fiscale en moins, ceux qui faisaient les frais de cette astucieuse combine étaient en définitive les contribuables américains. On a présenté ça comme un privilège consenti aux compagnies pétrolières. De tout temps, parce qu'elles gagnent énormément d'argent, de grandes sociétés pétrolières ont constitué des cibles politiques idéales. Et tous ceux qui les attaquent reprennent la même accusation. Elles pratiquent l'évasion fiscale. Non, elles ne fraudent pas le fisc américain. Elles usent d'une exonération normale. Le fisc a perdu 200 millions de dollars par an, mais sans cette décision, on n'en sortait pas. En fait, ces accords 50-50 n'étaient pas nouveaux. Le premier a été signé au Venezuela en 1948. Dès avant la guerre, au Venezuela, il y avait eu des tentatives pour imposer aux compagnies pétrolières des taxes plus élevées et davantage de contrôle. En 1943, une nouvelle loi pétrolière fut votée par le Congrès vénézuélien. Elle mettait fin au règne despotique des grandes compagnies et constituait une première étape sur la voie des nationalisations. Cette loi était destinée à assurer au pays au moins la moitié des bénéfices produits par la vente de son pétrole. Si le total des taxes et des redevances dues par une compagnie n'atteignait pas la moitié des bénéfices de celle-ci, cette compagnie serait frappée d'un impôt additionnel de façon à ce que les 50% prévus soient atteints. Bien entendu, cette loi a suscité de violentes réactions.
Toutefois, le Venezuela n'a jamais commis l'erreur qu'ont commise bien d'autres pays, et notamment ceux du Moyen-Orient, à savoir de signer avec les compagnies pétrolières un contrat fixant de façon définitive le taux des impôts qu'elles auraient à acquitter. Le Venezuela s'est toujours réservé la liberté de changer par une simple loi le montant des taxes dues, de les élever ou de les abaisser à sa guise. Et ceci a tout naturellement eu de grandes répercussions au Moyen-Orient. L'Iran, le Koweït, les Émirats suivront bientôt l'exemple du Venezuela et de l'Arabie saoudite. En 1951, l'Iraq Petroleum Company se voit obligé à son tour de signer un accord 50-50 avec le jeune roi Faisal et son premier ministre Nouri Saïd. C'est Howard Page de la Standard Oil qui négocie pour l'ensemble des compagnies du consortium. J'étais à cette époque directeur de l'IPC et j'avais des idées précises sur ce qu'il fallait faire et sur ce qu'il ne fallait pas faire. Je suis intervenu très activement dans les négociations et surtout j'ai mené beaucoup de négociations personnelles avec Nouri Pacha. Nous avons pu ainsi nous mettre d'accord tous les deux. Tout a marché parfaitement. La plupart des termes de l'accord reprenaient nos propres exigences. Cette trop grande habileté de Page coûtera bientôt la vie à Nouri Saïd et au roi Faisal. Page a dû se battre également pour vaincre l'opposition farouche des compagnies membres de l'IPC qui refusaient obstinément toute modification de leur contrat initial. Les compagnies arguaient que le respect sacré des contrats est absolument essentiel en affaires. On ne peut modifier un contrat sans l'accord formel des deux parties, ni sous l'empire de la contrainte. Sinon, il n'y a plus de stabilité. Durant les années 50 et 60, la puissance des 7 plus grandes compagnies pétrolières est quasi illimitée. Elles forment un cartel qui contrôle la production, mais aussi tous les marchés du pétrole dans le monde entier. Elles peuvent à leur gré augmenter ou diminuer le prix du pétrole pour empêcher toutes les autres compagnies de marcher sur leur plate-bande. Cet aspect d'entente entre les grands producteurs a été mis en lumière d'une commission du Sénat des États-Unis. Elle a mené une enquête sur base d'un rapport de la Federal Trade Commission en 1952, je crois, et qui contenait des accusations d'abus de puissance économique prépondérante. Quand Harry Truman a quitté la présidence, l'un de ses derniers actes a été de faire inculper pour violation de la loi antitrust les grandes compagnies pétrolières. Comme les nombreux autres procès du même genre intentés à l'époque contre les sociétés pétrolières américaines, celui-ci traînera en longueur puis sera discrètement étouffé. Le gouvernement des États-Unis a trop besoin des trusts pétroliers pour imposer sa politique étrangère au Moyen-Orient. En France, sitôt la paix revenue, le général de Gaulle se préoccupe de restaurer une industrie pétrolière quasi anéantie. Il fait appel à Pierre Guillaumat, qui deviendra Monsieur Pétrole français. Nous ne pouvions pas accepter l'idée qui était répandue à l'époque que seuls les anglo-saxons étaient capables de produire du pétrole, de construire des raffineries et de distribuer les produits pétroliers. Au contraire, certains bons esprits pensaient qu'avec la libération du territoire, il faudrait reconstruire des raffineries et une distribution 100% nationale, donc pratiquement avec une très grosse part de l'État. La distribution aurait dû être totalement française et totalement nationalisée. Le gouvernement français avait le désir de maintenir une certaine balance en France entre l'approvisionnement distribution fait par des sociétés purement françaises et les filiales des groupes étrangers. Le 12 novembre 1945, le général de Gaulle crée le BRP, le Bureau de recherche pétrolière doté d'énormes moyens financiers. Sous la présidence de Pierre Guillaumat, il aura mission de chercher méthodiquement du pétrole dans l'Empire français et de l'exploiter. Le BRP apparaît d'emblée comme un organisme rival de la Compagnie française des pétroles. Un CFP qui avait agi en Orient à travers une compagnie britannique
avait beaucoup plus une préoccupation financière et d'ailleurs n'aurait pas pu faire l'effort financier que l'État français, par son budget, a fait pendant des années en faveur de la mise en valeur de l'Empire. Guillaumat et ses collaborateurs élaborent un plan quinquennal doté de 56 milliards de crédits. Dès le début, nous avons conçu une industrie française de qualité internationale et non pas une industrie pour travailler à l'intérieur de l'Empire français. Le BRP renfloue notamment la Société nationale des pétroles d'Aquitaine. Affaire mal conçue, diront certains. Quand en 1949, cette société découvrira le gisement de gaz de Lac, le plus clair des profits ira aux banques et non à l'État qui a fourni la moitié du capital. Outre-mer, les initiatives du BRP sont d'abord contestées. Comme directeur des carburants et avec le bureau de recherche des pétroles derrière nous, nous avons voulu que des étrangers puissent travailler sur un territoire français. Nous avions sollicité que la Shell et la Gulf viennent travailler en Tunisie où nous n'avions rien trouvé. La Gulf et Shell exigent 42% des gisements et le droit de les exploiter à leur seul profit. À la Chambre, gaullistes et communistes accusent Guillaumat de brader l'Empire français aux trusts étrangers. Le gouvernement a failli être renversé par une interpellation. M. Robert Schuman nous a magnifiquement défendus au Sénat, mais j'en ai gardé des bleus. Après cette bagarre-là, on a pu amener Esso en France, et c'est comme ça que Parentis a été découvert, vraisemblablement quelques années avant que des techniques purement françaises n'eussent pu le découvrir. C'est le 24 mars 1954 qu'Esso-Rep, filiale française d'Exxon, fait jaillir du pétrole sur les bords du lac de Parentis. Ce succès a un énorme retentissement, mais restera limité. Dès 1948, le BRP a constitué en Algérie une filiale, la SN Repal. Celle-ci s'associe à la Compagnie française des pétroles. Elle va financer une prospection systématique du sud saharien. Les premiers rapports sont favorables. C'est l'électronique développée pendant les campagnes de Montgomery-Rommel en Libye que nous avons trouvée après la guerre, qui nous ont permis aussi bien d'avoir des véhicules qui pouvaient aller dans le sable que des repérages tout à fait précis grâce à des systèmes d'électronique nouveaux. À l'époque, les moyens de communication étaient vraiment encore rudimentaires au Sahara et surtout, le problème géologique était immense. À telle enseigne que les deux sociétés prendront ensemble des permis qui couvriront 240 000 km². Vous vous rendez compte de la difficulté à trouver des emplacements de forage sur 240 000 km². Eh bien, c'est ce qui a été fait. Les premiers forages ont été entrepris uniquement en 1953. La Compagnie française des pétroles a créé à ce moment-là une filiale, la Compagnie française des pétroles Algérie. On a découpé un certain nombre de permis et la Repal a eu la charge d'exploiter les uns, la CFPA la charge d'exploiter les autres. Très peu de temps après, ça a été les découvertes d'Assirmel pour le gaz dans la partie ouest du Sahara et Hassim El Saoud dans la partie est de la découverte de pétrole. La rébellion algérienne, dont l'explosion coïncide avec les premières découvertes, va bientôt priver la France de ce providentiel empire pétrolier. Dans quelles étranges circonstances, c'est ce que vous dira notre prochaine...